C'était l'occasion pour nous, par rapport au GNLP, de rendre un peu hommage à nos assistants. Donc voilà, il est 21h03. Encore merci pour cette très belle présentation. On va passer à la partie. Vas-y. Donc, commençons par le premier sujet que j'avais trouvé intéressant, donc, ce qui s'intéresse à la prévention des maladies cardiovasculaires chez les malades avec une insuffisance rénale chronique, avec cette présentation du professeur Mann à propos des effets potentiels de l'aspirine en prévention primaire des maladies cardiovasculaires chez des patients en insuffisance rénale chronique. Et donc, c'est les résultats d'une analyse de sous-groupe à partir de l'étude TIPS 3. En fait, l'étude TIPS 3, c'est une étude qui avait été publiée au départ dans le New England en 2021. Et cette étude, elle randomisait donc les patients au départ dans deux groupes. Un groupe polypyle, donc, qui comprend un traitement par bêta-bloquant, IEC, thiazidée et statine versus placebo. Et puis, les patients sont encore randomisés dans deux groupes avec à chaque fois aspirine versus placebo. Et donc, la population de l'étude TIPS 3, eh bien, au départ, l'étude, elle inclut 6000 patients. Et dans ces plus ou moins 6000 patients, vous avez environ 1000 patients qui ont une insuffisance rénale chronique. Alors, le suivi médian était de 4,6 ans et la maladie rénale chronique, elle est définie comme une GFR en dessous de 60 ml par minute. Alors, jusqu'à présent, il n'y avait que deux autres études qui s'intéressaient à la prévention primaire par aspirine dans l'insuffisance rénale chronique. La première étude, qui est en fait une étude de sous-groupe à partir de l'étude HOT-CKD, qui a été publiée en 2010 dans le Journal of American College of Cardiology. Et l'autre étude, c'est l'étude ASPRI-CKD, qui, elle, avait été publiée dans Kidney International en 2021. Donc, brièvement, pour vous montrer rapidement les résultats de ces deux études. Donc, étude de sous-groupe à partir de l'étude HOT, qui montre en fait un bénéfice à la prescription d'aspirine en prévention primaire chez des patients avec une GFR en dessous de 45 ml par minute en termes de survenue d'événements cardiovasculaires. Et la même chose pour la survenue d'infarctus du myocarde avec un bénéfice à la prescription d'aspirine. Vous avez les hazard ratios ici sur la droite. La deuxième étude, c'est l'étude ASPRI, qui, elle, s'intéressait donc à la survenue, vous voyez ici l'incidence cumulative d'événements cardiovasculaires. Et donc, vous avez ici les deux courbes, hein, donc, placebo versus aspirine. Et on voit quand même qu'il y a une tendance à la réduction de survenue d'événements cardiovasculaires chez les patients sous aspirine, mais les résultats n'étaient pas statistiquement significatifs. Et donc, c'est dans ce contexte qu'arrive l'étude de ce groupe à partir de l'étude TIPS 3, qui est donc 1000 patients avec une insuffisance rénale chronique, une GFR en dessous de 60, une GFR moyenne à 47, un âge médian de 67 ans. Et dans cette population, 84% des patients étaient hypertendus et 36% des patients étaient diabétiques. Et donc, ils recevaient soit de l'aspirine, soit un placebo. Et donc, c'est les résultats donc, de l'étude de ce groupe. Et vous voyez que donc, les patients qui ont une GFR en dessous de 60 ml par minute, qui sont sous aspirine, eh bien, ils présentent en fait moins d'événements cardiovasculaires que les patients sous placebo, avec un hazard ratio qui est à 0,57, ce qui fait donc une réduction de risque de 43%. Par contre, chez les patients qui ne présentent pas d'insuffisance rénale chronique, et dans ce cas-là, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les patients sous aspirine versus placebo. Ici, c'est la même chose, mais ils sont divisés en trois tertiles. Et en termes de risque de saignement, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre placebo versus aspirine, avec un taux de saignement qui est vraiment très faible. Donc ici, c'est l'autre bras de l'étude, le bras de l'étude des patients pills avec aspirine versus double placebo. Et ici, vous voyez que la différence entre les deux groupes est encore plus importante et c'est statistiquement significatif avec un hazard ratio à 0,37, donc une réduction de risque de 63% chez les patients avec une GFR en 60. Et donc, en conclusion, on voit que les données de ces analyses de ce groupe, hein, celles de l'étude TIPS 3, HOT et ASPRI, eh suggèrent que potentiellement l'aspirine pourrait potentiellement réduire de manière modérée la survenue d'événements cardiovasculaires chez les patients avec une maladie rénale chronique, et donc bien en prévention primaire. Et la balance bénéfice-risque serait plutôt en faveur de la prescription d'aspirine avec un risque de saignement qui est très faible. Alors bien sûr, ces données n'incluent pas de patients avec une insuffisance rénale terminale ni des patients en dialyse.
Et il y a une autre étude qui est en cours, on espère avoir les résultats fin 2025, c'est l'étude ATTAC, qui sera en fait la première étude dont le but principal sera d'étudier le rôle de l'aspirine en prévention primaire. Alors passons maintenant à un deuxième sujet tout à fait différent, plutôt génétique, avec cette présentation d'Émilie Cornec-Le Gall, qui a été présentée à l'EURA et qui était assez intéressante à propos de la polykystose rénale. Et donc, Émilie Cornec-Le Gall a commencé sa présentation avec cette vignette clinique à propos d'une jeune fille de 17 ans qui ne présente pas d'hypertension, qui a une fonction rénale qui est normale, et chez qui on met en évidence de manière fortuite des kystes rénaux bilatéraux. Alors, on pense qu'elle n'a pas d'antécédents familiaux, mais quand on creuse bien, on se rend compte que son père, en fait, est décédé d'un cancer il y a 6 ans, et en regardant les images, il avait quand même 5 kystes au niveau du rein droit et un kyste au niveau du rein gauche. Et donc, la question qu'Émilie Cornec-Le Gall nous posait, c'est de savoir est-ce que cette histoire de polykystose est typique ou atypique, et est-ce que dans ce cas-là, vous prescriveriez un test génétique? Et en fait, de manière intéressante, chez cette patiente, comme l'imagerie était quand même assez atypique, il y a une analyse génétique qui a été réalisée et qui a mis en évidence un variant pathogène monoallélique dans le gène de l'IFT 140. Et en fait, ce variant a récemment été associé à un nouveau type de polykystose par le groupe de Peter Harris. En fait, l'IFT 140, ce n'est pas un nouveau gène, c'est un gène dont on savait que des mutations bialléliques pouvaient causer une ciliopathie multisystémique qui se manifeste par une dysplasie thoracique. Ce sont des patients qui ont une petite taille, qui ont des manifestations squelettiques, qui peuvent aussi présenter une maladie rénale chronique dans l'enfance avec des kystes rénaux et qui ont de temps en temps des dégénérescences rétiniennes. Alors l'IFT 140, il fait partie du complexe de l'IFT qui, avec la dynéine, joue un rôle dans le transport rétrograde au niveau du cil primaire. En ce qui concerne donc ce variant monoallélique, cette fois-ci de l'IFT 140, eh bien, il peut être responsable en fait d'une forme légère de polykystose. Et dans le papier de Peter Harris, on décrit en fait 66 individus issus de 38 familles différentes. L'âge médian de diagnostic, c'est environ 52 ans. Il y a 66% des individus qui présentent une hypertension artérielle, 50% qui ont une GFR en dessous de 60. Mais de façon intéressante, si vous regardez ici l'évolution et le déclin de la GFR en fonction du temps, vous voyez que l'évolution, en fait, elle est plus lente que les patients qui présentent des mutations dans le gène PKD2. Alors, l'imagerie, elle est aussi assez atypique. Vous voyez, c'est des patients qui présentent quelques kystes, mais qui sont vraiment très volumineux. Et en général, ces patients ne présentent pas ou très rarement des kystes hépatiques. Ici, c'est les résultats de UK Biobank, donc à partir du Manhattan Plot. Et en fait, de façon intéressante, vous voyez que l'IFT 140, c'est en fait le troisième gène le plus fréquemment muté dans la polykystose après PKD1, PKD2 et l'IFT 140. Et ils sont aussi situés proches l'un de l'autre, PKD1 et l'IFT 140. Donc, ce sont potentiellement l'un et l'autre peut-être des gènes modifiants qui pourraient un peu influencer le phénotype. En ce qui concerne la survenue d'anévrisme intracrânien, eh bien, on en voit chez certains patients qui sont porteurs de ce variant. Et donc, Émilie Cornec-Le Gall a terminé sa présentation sur cette slide que je trouve intéressante, qui montre bien qu'il y a vraiment un overlap entre les différentes entités cliniques. Et ce serait intéressant de revoir un peu la nomenclature de toutes ces entités cliniques. Alors, troisième et dernière partie, donc les avancées récentes dans le traitement de la néphropathie à IgA. Donc, la néphropathie IgA, comme vous le savez, c'est la glomérulonéphrite primitive la plus fréquente. Il y a environ 30 à 45% des patients avec une néphropathie IgA qui évolueront vers l'insuffisance rénale chronique sur une période de 20 à 25 ans. Donc, la physiopathologie de la néphropathie IgA, elle a bien progressé ces derniers temps avec cette hypothèse que vous connaissez des 4 hits. Donc, au départ, ce sont des patients qui présentent un taux anormalement élevé d'IgA anormalement galactosylé.
Et ce qui se passe, en fait, c'est que chez ces patients, il y a une production anormale d'auto-anticorps qui reconnaissent ces IgA anormalement galactosylés. Ça peut être des IgG ou des IgA, et ça va former ces complexes immuns qui vont se déposer au niveau du mésangium et activer toute la cascade pro-inflammatoire et pro-fibrotique. Et à l'heure actuelle, les traitements sont assez limités dans la néphropathie à IgA. Le premier traitement, c'est le traitement symptomatique, donc un bon contrôle de la tension artérielle et de la protéinurie par des inhibiteurs du système RAS. En ce qui concerne les stéroïdes et les traitements immunosuppresseurs, eh bien, les effets sont assez variables dans la néphropathie à IgA, avec quand même pas mal d'effets secondaires de ces traitements. Alors récemment, le Tarpeyo, qui est le budesonide, a récemment été approuvé dans la néphropathie à IgA. Et les inhibiteurs SGLT2 semblent également prometteurs dans la néphropathie à IgA, comme le montre cette étude de sous-groupe issue de l'étude d'Apacicadi, qui montre quand même une réduction, on voit pas très bien la courbe, mais ici, une réduction un ralentissement de la progression vers l'insuffisance rénale chronique chez les patients sous dapagliflozine. Alors, autre nouveauté sur le plan de la néphropathie IgA, c'est les résultats donc, de l'étude Affinity, qui étudie l'effet de l'atrasentan dans le traitement de la néphropathie à IgA. Alors, qu'est-ce que c'est l'atrasentan? C'est un inhibiteur du récepteur de l'endothéline 1. Et l'endothéline 1, c'est un puissant vasoconstricteur qui sert en fait à contrôler la pression systémique et la pression intraglomérulaire. Et on sait aussi que l'endothéline 1, quand il est activé de manière chronique, eh bien, entraîne une réponse tout à fait maladaptative au niveau rénal, avec une accentuation de l'albuminurie par majoration de la pression intraglomérulaire. Au niveau des podocytes aussi, c'est une voie métabolique qui est impliquée dans les lésions podocytaires, également au niveau tubulaire, au niveau de la prolifération mésangiale, et qui active la cascade pro-inflammatoire et pro-fibrotique, et donc qui aggrave ce mécanisme de progression vers l'insuffisance rénale chronique. Et donc, c'est pour cette raison que l'atrasentan est potentiellement un traitement prometteur de la néphropathie à IgA. Donc, l'étude Affinity, c'est une étude qui est une étude de phase 2. C'est une étude en open label, ce qu'on appelle aussi une basket study, parce qu'elle inclut donc 20 patients avec une néphropathie IgA, mais en parallèle, 20 patients avec une myalynose segmentaire et focale, 20 patients avec un Alport, et 20 patients avec une néphropathie diabétique. Et donc, l'atrasentan est prescrit à la dose de 0,75 mg une fois par jour. Et c'était également la dose qui avait été utilisée dans l'étude SONAR qui avait été publiée quelques années auparavant dans le Lancet. Donc, voilà, c'est les critères d'éligibilité et l'endpoint primaire, les données démographiques et baseline. En termes d'effets secondaires, il n'y a aucun effet secondaire sévère qui a été relaté avec l'atrasentan. Et un des effets secondaires potentiels, c'est une rétention grossodée. C'est pour ça qu'il y a eu un suivi attentif du poids corporel et vous voyez que le poids est resté stable au fur et à mesure et que le taux de BNP également. Et donc, voilà les résultats qui montrent en fait pour ces 20 patients une réduction de la protéinurie à la 6e semaine de traitement et diminution qui persiste après 24 semaines de traitement avec une réduction de 58% de la protéinurie. Donc l'étude, elle est toujours en cours. Il y a en parallèle une étude de phase 3 qui est l'étude ALIGNE qui donc étudie l'effet de l'atrasentan chez ces patients avec une néphropathie à IgA. Autre petite présentation que j'avais trouvée assez intéressante, celle du professeur Jonathan Bharat à propos des effets de l'atacicept qui semble en fait réduire le taux d'IgA anormalement galactosylé chez ces patients avec une néphropathie à IgA. Donc, qu'est-ce que c'est l'atacicept? En fait, c'est une protéine de fusion qui inhibe deux cytokines, la cytokine April et la cytokine Bliss, qui servent en fait à la maturation, prolifération et survie des lymphocytes B. Et c'est en fait le premier traitement qui a montré sa capacité à réduire le taux d'IgA1 anormalement galactosylé et également réduire le taux d'auto-anticorps qui reconnaissent ces IgA anormalement galactosylés. Ça, c'est les valeurs chiffrées ici. Et c'est assez intéressant parce qu'on a montré qu'au plus les patients avaient d'IgA anormalement galactosylés, au plus l'outcome clinique était négatif. Donc, si on arrive à réduire le taux
d'IgA anormalement galactisé, on peut espérer avoir un meilleur pronostic rénal. Et la même chose en termes de quantité d'auto-anticorps qui reconnaissent ces IgA anormalement galactosylés. Au moins vous avez d'anticorps, plus l'évolution est meilleure. Et donc, on attend avec grande impatience les résultats de l'étude Origine, qui est donc l'étude de phase 2, qui étudie l'effet de l'atacicept dans la néphropathie à IgA, étude qui est en cours. Et donc, pour finir, également parler des essais d'inhibition de la voie du complément, parce que comme vous le savez, dans la néphropathie à IgA, il y a une activation de la voie du complément, et en particulier la voie alterne du complément ainsi que la voie des lectines. Et donc, il y a pas mal d'études qui sont en cours avec différents inhibiteurs potentiels des effecteurs de la voie du complément, donc des inhibiteurs de MAS2, du C3, du facteur B, et également l'avacopan, donc cet inhibiteur du récepteur du C5A, donc l'avacopan qui est commercialisé par Vifor. Et avec cette première étude, donc, sur un petit nombre de patients, hein, sur 7 patients, mais qui montre quand même une réduction de la protéinurie chez 6 des 7 patients, donc les études complémentaires sont en cours. Et donc, comme slide de conclusion, que les études sont en cours, que la recherche avance, et voilà à quoi pourrait potentiellement ressembler l'arsenal thérapeutique dans la néphropathie IgA dans les années à venir.